Je pense, bien entendu, je ne partage pas du tout cette analyse. Je pense que la réforme de la santé était quand même une promesse électorale qu'a faite Barack Obama. Il était élu pour faire ça. Il est vrai que réformer la politique de santé a pris peut-être plus de temps que prévu, mais c'était aussi, en fait, dû à l'opposition farouche menée par les Républicains qui a affiché dès le début une grande volonté de le faire échouer. C'était sa politique. La politique de Mitch McConnell, qui est le chef des Républicains au Sénat, était de faire échouer ce président par tous les moyens. Donc, ils ont fait un blocus total, malgré les efforts du président de coopérer avec eux, de tendre la main et de construire une véritable coalition. Ils ont refusé toute coopération. On verra pour la réforme de la santé. Il a visé très juste à mon avis. C'est quand même un visionnaire. Il a promis ça, donc il a tenu ses promesses. Il a tenu ses promesses en beaucoup de domaines, non seulement pour la santé, mais également pour la réforme financière et pour le plan de sauvetage. Également, il a arrêté les combats en Irak. Donc peut-être qu'il va se faire pénaliser, comme l'a fait d'ailleurs Clinton, pour avoir tenu ses promesses, parce que Clinton également a reconnu la nécessité de réformer le système fiscal, de rééquilibrer le budget de l'État. Il a fait augmenter les impôts et il a été puni pour ça en 1994. Néanmoins, il a fini ses 2 mandats avec un État fédéral avec un budget qui était excédentaire et c'est son successeur qui a tout foiré et qui a fait descendre le budget de l'État fédéral dans l'abîme. C'est la même chose avec les Républicains qui veulent tirer donc le pays en arrière et revenir aux politiques qui ont enfoncé la crise, qui ont créé la crise. Eric Svein. Oui, alors monsieur vient de mentionner Mitch McConnell. Je ne sais pas si vous avez lu le Herald Tribune, le New York Times de ce matin. Ils ont dit que Mitch McConnell a essayé pendant 18 mois de parler. C'est le chef du Sénat. C'est le chef de la minorité républicaine au Sénat. Pendant 18 mois, il a essayé d'avoir un rendez-vous avec Obama à la Maison-Blanche. Il a été refusé. Alors, toute cette histoire qui vient de la gauche, des droits de l'homme patentés, comme quoi ce sont les républicains qui disent non, 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 c'est un peu exagéré, pour pas dire beaucoup exagéré. Par ailleurs, monsieur a parlé des promesses d'Obama. Obama a dit, on va aller dans l'ouverture, on va faire des choses, on va aller au-delà de la politique. Déjà, on le voit, il n'a pas vu le leader des Républicains, pas n'importe quel sénateur, pendant 18 mois. Ils ont fait passer leur loi au milieu de la nuit, ils ont voté leur loi sans qu'il y ait des débats. Les Républicains, ils ne sont pas le parti du non. 3 choses qu'ils ont dit, c'était toute loi qui va devant le Sénat ou devant le Congrès, il faut qu'il reste là 3 jours pour qu'on puisse le débattre, car comme on l'a vu, la réforme sur la santé, cette magnifique réforme fait la longueur de 3 à 4 Bibles, 2600 pages. Et par ailleurs, ils ont dit qu'ils allaient donc ils ont demandé aux républicains ils prétendent que les républicains c'est le parti du non. Les républicains ont dit 2 choses. Il faut qu'il y ait moins que les avocats puissent moins faire des procès aux médecins et aux hôpitaux. Ils ont dit qu'il faut qu'il y ait plus de liberté dans le choix des sociétés d'assurance. Les démocrates ont dit non, non, non. Alors, ils n'ont pas dit non, ils ont refusé d'en parler, ils ont ignoré les républicains. Nicolas Duncan à New York, est-ce que vous avez ce sentiment, vous aussi, que Obama, en gros, est passé en force et n'a pas du tout tendu la main à l'autre côté de l'allée, comme on dit aux États-Unis? Il a gouverné tout seul, finalement. Il a essayé de tendre la main, mais Obama n'avait pas d'expérience de Washington. Et ces 2 années au Sénat, finalement très peu de temps, il les a passées à préparer sa campagne présidentielle. Donc en fait, il n'avait pas d'expérience du gouvernement fédéral. Je pense que les commentaires qu'on vient d'entendre vont dans 2 sens en même temps, si vous voulez. D'abord, on a un système dans lequel tous les choix
qui étaient là au début de la République, il y a plus de 200 ans, sont encore là. Les Américains sont toujours en train de débattre quel type de gouvernement ils veulent, ce que ce gouvernement doit faire, qui dans le gouvernement doit le faire, est-ce qu'il y a des intérêts privés, des intérêts publics, est-ce que c'est les États ou le gouvernement fédéral, etc. Et rien de tout ça n'est résolu. En même temps, le public, deuxième sens, le public en a marre. Et le public a le sentiment, juste à mon avis, qu'on n'a plus le luxe d'avoir ce type de débat. On ne peut plus se le permettre parce que le problème, c'est qu'on a un pays où on n'a pas investi depuis 30 ans en énergie, infrastructure ou éducation. La crise est grave, elle est durable et ces élections de mi-mandat vont en fait non pas conduire au changement, mais à la même chose. Notre débat dure depuis une vingtaine de minutes et ça y est, vous venez de prononcer le mot, à New York, le mot crise. On ne l'avait pas du tout entendu. Chip Seward, c'est quand même historiquement quelque chose d'assez fort qui s'est passé aux États-Unis. Comment se fait-il que personne n'en parle ? Il est un président qui a connu une crise financière et économique sans précédent. Mais tout à fait exact, et tout le monde en parle, en fait. Et c'est autour de cette question-là que le débat tourne véritablement. Car qui sont les responsables de cette crise ? Les responsables de cette crise sont les personnes qui ont précédé Obama et son équipe. C'est Obama et son équipe qui ont essayé de faire face à la crise. J'entends les noms de Clinton et Greenspan sur ma droite, là, qui ne sont pas vraiment des républicains. Greenspan a été nommé par un républicain. Greenspan a été nommé par un républicain. Oui, il a remplacé Paul Volcker, qui avait une politique monétaire beaucoup plus dirigiste et qui ne plaisait pas du tout aux républicains. Donc, il a été remplacé. Il s'est viré assez rapidement. D'ailleurs, c'est également le conseiller majeur de Obama en ce qui concerne la réforme financière. C'est lui qui en est le père. Donc, bien sûr, on est dans une situation de crise. Dans une situation de crise, il est très difficile de redresser la situation en quelques mois. Toutes les statistiques montrent néanmoins que le plan de sauvetage, peut-être si on peut le critiquer, on peut le critiquer en disant qu'il n'a pas été assez agressif. Mais quoi qu'il en soit, le taux de chômage n'a pas atteint les 10%, ça aurait pu être les 12%. Si on n'avait pas sauvé des entreprises comme Chrysler et General Motors, on aurait rapidement vu dans les États industriels du nord-est des États-Unis 1 million de chômeurs. L'état budgétaire de l'État fédéral serait beaucoup plus aggravé qu'il ne l'est aujourd'hui. Le grand problème, c'est qu'en fait, le paquet de sauvetage commence à prendre fin, donc il y a moins de stimulus qui part de Washington. On en a besoin de plus et pas de moins. Donc les républicains, même l'Office du budget du Congrès, Congressional Budget Office, vient de publier un rapport qui constate qu'on a sauvé au moins 1 800 000 emplois. Donc ce que vous nous dites, c'est que ça aurait pu être bien pire. Mais je pense qu'on va devoir s'interrompre pour le journal. Là, je pense que personne ne conteste que la crise joue un rôle. Et on verra ce que vous en pensez, vous, du côté républicain, de ces accusations, en disant les principaux responsables, c'est la crise. Et puis on verra aussi qu'est-ce que ça change pour nous qui ne vivons pas aux États-Unis, ces élections qui viennent. Ça sera juste après le journal.